GE Renewable Energy. We harness the Earth's most abundant resources. The strength of the wind. The heat of the sun. And the force of water. Delivering green electrons. To power the world's biggest economies. And the most remote communities. With an innovative spirit. And an entrepreneurial mindset. We engineer energy products, grid solutions, and digital services that create industry-leading value for our customers around the world. We see the promise of renewable energy everywhere we look. Our team has the courage, scale, passion, diversity, and resourcefulness needed to deliver that promise wherever and however the world needs it. Together with our customers, we're proving that no one ever has to choose between affordable, reliable, accessible, or sustainable energy. We are unleashing limitless energy. Voilà, de retour dans ces 7e assises nationales des énergies maritimes renouvelables. Beaucoup de ministères, évidemment, et non des moindres, sont intéressés par le développement des éoliennes offshore, de l'hydrolien ou du houlo moteur. On a vu, évidemment, la transition écologique, ce ministère important dans ce processus. On a vu aussi comment Bercy avait son mot à dire et son regard. Et j'aimerais maintenant qu'on se tourne vers un autre grand ministère, par définition intéressé par le développement des énergies maritimes renouvelables, c'est bien sûr le ministère de la mer. Je suis très content, très heureux d'accueillir malheureusement à distance Xavier Duceppe, qui est le directeur du cabinet d'Annick Girardin, la ministre de la mer. Monsieur le directeur de cabinet, soyez le bienvenu. Merci à vous, merci de m'accueillir et merci d'excuser l'absence de la ministre qui aurait aimé être présente aujourd'hui avec vous, parce que ce sujet des éoliennes maritimes est un sujet important pour nous, important dans le cadre de la planification des usages maritimes qui est notre credo, qui est le cœur de notre action. Monsieur le directeur de cabinet, tout à l'heure, j'en parlais avec la ministre Pompili, il y a quand même un contexte politique, d'actualité, électorale qui est un peu complexe autour de tout cela. Comment la ministre Annick Girardin et vous-même, son directeur de cabinet, vous appréhendez ces moments peut-être conjoncturels ? Je crois que, en fait, on est en effet dans un moment extrêmement important, dans un cadre conjoncturel. Parce que le Covid a fortement fragilisé notre écosystème maritime, les pêcheurs, les transporteurs, toute l'activité d'ailleurs a été fortement mise en difficulté, mais aussi parce que avec le Brexit, certaines de nos populations, en particulier celles des pêcheurs, sont dans aujourd'hui encore, parce que le Brexit, l'accord a été signé, mais la mise en œuvre de cet accord reste complexe. Les licences de pêche n'ont pas toutes été délivrées aux pêcheurs. Les accès aux îles anglo-normandes continuent à poser question. Donc on est dans un contexte de tension qui est lié à la conjoncture Covid-Brexit. Mais on est évidemment, et la ministre Pompili l'a bien dit, on est aussi lié dans un contexte de tension lié aux élections, et le sujet des éoliennes, et en particulier les éoliennes en mer, a été intégré dans le débat. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est dans un moment de vérité, parce que depuis 10 ans, un certain nombre de champs d'éoliennes ont été planifiés. Oui. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve à leur mise en œuvre concrète sur le terrain, avec les premiers travaux qui sont menés à Saint-Nazaire, qui sont menés à Saint-Brieuc. Et donc, nous sommes dans ce moment de vérité où ce qui était prévu commence à se réaliser, avec de premiers impacts pour un certain nombre de nos usagers, en particulier pour les pêcheurs qui ne peuvent plus aller pêcher dans les zones de travaux, et qui n'ont pas encore les bénéfices du futur
au travers des mesures compensatoires, mais aussi au travers du retour dans les zones Monsieur Dussept, où aujourd'hui les éoliennes sont mises en place. Monsieur Dussept, on le sait, hein, les usages maritimes à court, moyen, long terme ont été mis en avant et décidés par le CIMER. Comment est-ce que le ministère de la Mer peut accompagner ce travail essentiel, cette planification qui décidément est un mot qu'on retrouve pendant toutes ces 7e assises nationales des EMR? Faites deux mots, planifier, territorialiser. Planifier, c'est un travail qui a été mené déjà depuis plusieurs années dans le cadre des documents stratégiques de façade qui ont permis à nos services, avec de très très larges concertations, de construire de ce qu'on a appelé les cartes de vocation. Donc sur chaque façade maritime, on a une carte qui dit que dans telle ou telle zone, eh bien, on va plutôt privilégier le transport, plutôt privilégier l'éolienne en mer, plutôt privilégier la pêche. C'est un premier point. Aujourd'hui, ces documents stratégiques font l'objet d'une consultation publique qui aura lieu tout l'été et qui va permettre aux différents usagers de la mer, aux riverains, de s'exprimer sur cet aspect de planification. Il y a un deuxième élément de planification à prendre en compte, c'est une planification plus rapprochée lorsqu'il s'agit d'installer, enfin de prévoir spécialement où seront installées les champs éoliennes. Et pour ce faire, on a fait un premier travail, on a appris des 10 dernières années, on a appris des expériences passées, mais je pense on doit encore améliorer deux choses. La première, c'est ce sont les études scientifiques d'impact potentiel. Et la deuxième, c'est la pédagogie autour de ces études. C'est-à-dire qu'on doit avoir la connaissance et on doit être en mesure de mieux l'expliquer au public pour que le public se rassure par rapport aux éoliennes. Xavier Dussept. Et puis après, il y a le deuxième volet de territorialisation, il y reviendra. Oui, Xavier Dussept, on le voit, il y a des questions qui se posent autour des synergies dans la filière du maritime. Comment est-ce que le ministère de la Mer peut accompagner, et d'ailleurs quelle stratégie pour s'organiser mieux dans cette filière ? Et là, je pense que c'est le volet territorialisation et ça va bien avec la planification. Il faut absolument que ces champs d'éoliennes, ils apparaissent comme des champs d'éoliennes qui sont au bénéfice des territoires. Ça passe par une intégration des champs dans avec les services maritimes aux alentours qui vont permettre de montrer que l'éolienne profite à tous. Ça passe aussi par une territorialisation dans le fonctionnement de ces champs d'éoliennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en phase de travaux, on a des interdictions de l'espace maritime. Demain, il faut que les champs d'éoliennes, lorsqu'ils auront été réalisés, puissent se réouvrir aux usages maritimes. Alors d'abord à la pêche, mais aussi, et c'est ce que l'on souhaite, à d'autres co-usages et qu'il conviendra de développer. Et en cela, je pense qu'il y a un benchmarking à faire avec ce que font nos partenaires européens dans leur champ d'éoliennes, sur l'aquaculture, sur l'agriculture, sur d'autres usages qui pourraient être faits des champs d'éoliennes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à mieux intégrer les éoliennes dans leur espace. Merci beaucoup Xavier Dussept, directeur du cabinet d'Annick Girardin, la ministre de la Mer. Benchmark européen, comparaison européenne, ce qui se fait ailleurs. Justement, on va en discuter avec mon prochain invité, Gaël Dixon, qui est le directeur général de Wind Europe. On marque une nouvelle petite pause et on discute de ces sujets tout de suite après.
Voilà, merci de continuer à nous accompagner dans ces 7e assises nationales des énergies maritimes renouvelables. Xavier Duceppe, le directeur de cabinet d'Annick Girardin, la ministre de la Mer, en parlait à l'instant. Qu'est-ce qui se fait ailleurs en Europe? Quelle est la place de la France dans les EMR? Je suis très content d'accueillir à distance également Gaël Dixon, le directeur général de Wind Europe. Bonjour Gaël, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Oui, je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Écoutez, on en parlait à l'instant, quelle est la stratégie européenne en matière d'EMR? Quelle est la place de la France sans pousser de cocorico? On sait qu'on est un peu en retard peut-être. Et quels sont les points d'amélioration, tenez justement? Bon, vous y arrivez maintenant et c'est une très bonne nouvelle. Donc je voudrais, si c'est possible, partager avec vous quelques dernière perspective européenne et d'autres pays en Europe en ce qui concerne le développement de l'éolien en mer. Rebonjour à tous, c'est un grand plaisir et honneur de pouvoir parler avec vous ce matin. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui en Europe? Ça, c'est la capacité installée éolienne que nous avons aujourd'hui. Le bleu foncé, c'est l'éolien terrestre. Le bleu clair, c'est l'éolien en mer. À l'Union européenne, au moins, il y a encore 10 gigawatts au Royaume-Uni. D'ici 2030, nous arriverons ici. Donc, croissance très importante pour l'éolien en mer, d'autant plus important en gigawatts en ce qui concerne l'expansion de l'éolien terrestre. Donc, pour 2050, l'Union européenne voudrait que nous ayons toute cette capacité-ci, selon la dernière perspective. Donc, une croissance énorme continue pour l'éolien en mer, d'autant plus, encore une fois, pour l'éolien terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne le share de l'éolien dans le mix de l'électricité? Donc, ça, c'est la prévision, la perspective de la Commission européenne pour l'évolution du mix de l'électricité d'ici 2050. Et vous voyez que en 2050, l'éolien sera la moitié de toute l'électricité que nous consommons en Europe. Un peu plus de l'éolien terrestre que l'éolien en mer, mais vous voyez le bleu clair, l'éolien en mer jouera un rôle très important dans le mix de l'électricité. Vous voyez aussi une croissance très importante dans la totalité de la production et consommation de l'électricité, dans la nouvelle économie électrisée, le système énergétique beaucoup plus électrisé dans l'année 2050 qu'aujourd'hui. Bon, l'éolien en mer en Europe aujourd'hui consiste en cela. Les barres blanches sont la capacité installée dans les pays et les barres rouges, c'est le share de l'éolien en mer dans le mix de l'électricité des diverses pays que vous voyez ici. Et bon, à la fin de cette année et l'année prochaine, nous aurons de barres blanches et rouges pour l'hexagone aussi. Bon, ce sont les parcs qui existent aujourd'hui, les cercles bleus et les cercles jaunes sont les parcs en train de développement. Qu'est-ce que c'est que la contribution de l'éolien en mer à l'économie européenne aujourd'hui? Ça, c'est ce que nous contribuons au PIB européen chaque année. Chaque fois que nous installons une nouvelle turbine en mer, ça, c'est le taux de l'activité économique que nous générons. Donc, l'expansion de l'éolien en mer, c'est très bien pour la relance économique, pour la croissance économique. Bon, la France arrive à la soirée, soi-disant. Quelles sont les dernières nouvelles d'autres pays, les dernières bonnes leçons dont la France pourra profiter d'avoir la connaissance? Tout d'abord, les emplois, très importants. Bien sûr, c'est la croissance que nous espérons d'ici 2030
pour le nombre de personnes qui travaillent dans l'éolien en mer et la réduction des coûts. Vous connaissez très bien cette histoire. Vous avez le très bon exemple de Dunkerque ici du côté droit. Bon, la Belgique. Tout d'abord, si vous m'excusez, le Royaume-Uni nous a donné un très bon exemple en ce qui concerne comment réduire les coûts de financement. Et c'est une leçon dont vous avez déjà pris conscience en France, parce qu'au Royaume-Uni, ils utilisent les fameux Contracts for Difference. Ici, vous avez la ligne rouge, ça c'est le prix d'enchère. Quand le prix au marché est inférieur, le gouvernement vous paye la différence. Quand le prix du marché est supérieur, vous payez la différence au gouvernement. Et ça nous permet de contrôler très bien les coûts des capitaux, les coûts de financement des investissements. L'alternative, bien sûr, c'est le système néerlandais où les revenus ne consistent que le prix au marché. Bon, si vous avez gagné un enchère Contract for Difference, les banques vous prêtent beaucoup de dettes et les banques sont très satisfaites de votre perspective très stable de revenus et ça vous permet de gérer vos coûts de capitaux. Et ça vous permet de gérer et minimiser le coût de l'électricité de toute la durée du projet. Mais si vous n'avez pas ce contrat for difference, les banques ne veulent pas vous prêter de l'argent. Vous devez financer le projet par equity et par dette. Vos coûts de financement sont beaucoup plus élevés et le résultat, c'est que vos coûts de l'électricité de durée du projet sont plus élevés aussi parce que vous payez beaucoup plus pour financer vos projets. Gaël, pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez juste, c'est passionnant, mais juste accélérer un petit peu pour qu'on puisse respecter notre timing. Mais c'est passionnant, merci beaucoup. Oui. Et on veut être à la soirée, de l'éolienne offshore, bien sûr, hein, en France. Oui. Autre bon exemple britannique, ils permettent le pêche dormant dans le parc. Bien sûr, ils ne permettent pas le chalutage de fond. La Belgique aussi, dans la deuxième zone, va permettre le pêche dormant. Vous voyez, la Belgique est vraiment très serrée, la zone économique exclusive. Il y a une très forte collaboration en Belgique entre le secteur éolien en mer et la défense, en ce qui concerne le partage d'informations, d'images, des caméras, etc. Les Pays-Bas donnent un très bon exemple pour le guichet unique pour les procédures de permis. Une seule autorité qui organise tous les permis. Les Néerlandais organisent aussi très bien la collaboration avec le secteur de pêche. Il y a un accord national entre le secteur éolien et tous les pêcheurs du Pays-Bas qui définit exactement où on pourra construire et développer les parcs et on se met d'accord avec les pêcheurs compensation et tout cela au niveau national. Et ça marche très bien. Aussi aux Pays-Bas, très bonne intégration dans le milieu naturel. Nous travaillons étroitement avec les ONG pour les artificial reefs au fond du mer. Les Néerlandais, ils élèvent pour la première fois depuis 100 ans maintenant les huîtres. Et c'est grâce à l'éolien en mer. Un exemple de mytiliculture ici en Belgique. Ce sont des moules qui sont élevés sur des cordes attachées à des câbles qui sont tendus entre les fondations et le fond marin. Au Danemark, ils font des grands investissements maintenant avec ces îles artificielles qui serviront de base pour les parcs offshore autour de l'île. Les parcs près de l'île, ils auront des raccordements AC à l'île et de l'île au Danemark, il y aura un raccordement DC. Et ça nous permet
nous permettra de concentrer tout ce qui est le raccordement au réseau de manière très efficace. Bon, enfin, la France y arrive. Et comment vous allez arriver? C'est vraiment très impressionnant ce que vous faites, et spécialement en ce qui concerne le flottant. Vous êtes avec le Norvège, l'un des 2 leaders en Europe pour le flottant. Nous attendons avec grande anticipation votre premier appel d'offres cette année, les résultats l'année prochaine. Bien sûr, nous aimons beaucoup toute la planification que vous avez dans le PPE pour l'expansion du flottant, les investissements que vous faites dans les ports à Port La Nouvelle et autres. Et nous vous félicitons tout le compromis que le gouvernement vous a donné pour l'expansion du flottant et du fixé. Et nous espérons d'ici 2050, vous pourrez arriver à avoir 57 gigas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël Dixon, directeur général de Wind Europe. Vous l'avez sans doute vu tout à l'heure avec le dévoilement en exclusivité de l'Observatoire des énergies de la mer, que les investissements vont crescendo. L'an passé, c'était plus 222% à 1,4 milliard. Oui, Gaël, nous nous invitons à la soirée des énergies marines renouvelables et nous espérons bien prendre notre petit déjeuner avec ceux qui sont en tête et depuis longtemps. On marque une nouvelle pause dans ces 7e assises nationales des énergies marines renouvelables et on se retrouve dans quelques instants.